Dans un monde alternatif qui est menacé par le roi démon et ses subordonnés, un groupe, connu sous le nom de groupe des héros, décide de prendre sur lui-même d'essayer de vaincre le roi démon ainsi que ses généraux. Hyuga, le leader du groupe, demande à ses amis s'ils sont sûrs de cette décision, car il n'y a pas de retour en arrière possible à ce stade, et tous les trois affirment qu'ils sont totalement prêts à combattre le roi démon même si cela signifie leur mort. La mage du groupe dit à Hyuga qu'il ne doit pas s'inquiéter, car elle a fait des recherches sur chaque membre des généraux du roi démon, et elle pense qu'ils peuvent les écraser s'ils s'en tiennent au plan. Hyuga leur sourit, et ils se préparent tous à entrer dans le château pour la dernière étape de leur bataille contre le seigneur démon. Une fois qu'ils franchissent la porte principale, leur chance tourne au vinaigre, car leur premier adversaire s'avère être le capitaine des généraux, Yuki, en personne. Yuki dit au groupe des héros qu'il les attendait depuis un moment maintenant, et affirme que s'ils veulent toucher ne serait-ce qu'un cheveu du roi démon, ils devront d'abord passer par lui, et il n'y a absolument aucun moyen qu'aucun d'entre eux ait les capacités de le vaincre. La mage décide qu'elle en a assez entendu et le coupe grossièrement avec une boule de feu au visage. Yuki repousse la boule de feu comme si c'était une mouche, et leur dit qu'il savait que le groupe des héros était faible, mais qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient si faibles que leur magie de boule de feu puisse être bloquée par les sorts défensifs les plus basiques. Le tank du groupe saute immédiatement en avant pour essayer de couper le démon, mais c'est inutile, car Yuki esquive simplement tous ses coups avant de lui rendre l'appareil avec un coup de pied au corps, ce qui le fait voler en arrière. Immédiatement, la prêtresse de soutien du groupe, nommée Celia, utilise sa magie pour renforcer Hyuga, qui se prépare immédiatement à utiliser l'une des attaques les plus puissantes de son épée légendaire, Excalibur. Mais Yuki ne bouge même pas d'un pouce de l'endroit où il se tenait, et utilise sa propre attaque, qui entre en collision avec les pouvoirs magiques du héros, les dominant finalement, et les frappant tous avec une vague d'énergie noire qui les assomme froid. Alors qu'il vérifiait leur état pour décider quoi faire d'eux, il remarque Celia allongée à l'arrière et réalise immédiatement quel est exactement son type. Ses pensées sont interrompues par les voix de ses généraux, qui demandent s'ils devraient finir le groupe pour qu'il ne pose plus jamais problème. Et le ver demande à Yuki pourquoi il fixait la prêtresse si intensément. Il détourne immédiatement la question, affirmant qu'il réfléchissait juste à ce qu'il fallait faire de ces gens. L'homme sans tête demande s'il devrait simplement les achever déjà, mais Yuki leur dit qu'il vaut mieux les jeter hors du château. Il leur dit de transporter ces humains à l'extérieur et de les déposer près d'un village qui n'est pas très loin de cet endroit. Les trois généraux suivent l'ordre et transportent le groupe des héros à l'extérieur, tandis que le ver dit à Yuki qu'il devrait arrêter de faire des choses comme ça, car il aura sûrement des ennuis avec le roi démon cette fois. Yuki lui dit de ne pas s'inquiéter pour le roi démon pour l'instant, tandis qu'il jette un dernier regard à Celia et lui dit adieu dans son esprit alors qu'il l'emmène. Un mois passe depuis ce jour, et le groupe des héros continue de tenter d'assiéger le château, mais à chaque fois Yuki les domine facilement et les jette dehors. Un jour, le roi démon lui-même le convoqué, aux côtés de son ministre, demande à Yuki pourquoi il n'a pas encore tué le groupe des héros. Le ministre se moque de lui en affirmant que le groupe des héros doit être incroyablement faible s'il perd contre des faibles comme Yuki. Toute la cour éclate de rire à cette blague, tandis que Yuki baisse simplement la tête et ne répond rien. Le roi démon reprend la parole, ce qui crée à nouveau le silence dans la cour. Il dit à Yuki que si la prochaine fois le groupe des héros quitte ce château vivant, alors la prochaine fois il confiera le travail de s'occuper d'eux à ses subordonnés. Yuki pense immédiatement à ses subordonnés et décide qu'il ne peut pas laisser cela arriver, et promet au roi démon qu'il veillera à ce que la prochaine fois que le groupe des héros entrera dans le château, ils ne repartent pas pour voir la lumière du jour suivant. De retour dans ses quartiers, il s'allonge sur son lit et réfléchit à la façon dont il doit régler le problème du groupe des héros une bonne fois pour toutes la prochaine fois qu'ils entreront dans le château, puisqu'il ne peut pas les laisser combattre contre ses juniors, car ils n'ont aucune chance contre le groupe des héros. Il pense que le groupe des héros est suffisamment fort pour qu'il puisse facilement vaincre même le roi démon lui-même, mais il parvient à les tenir en échec simplement parce qu'il a des compétences surpuissantes et est plus fort que tous réunis. Quelques semaines passent lorsque finalement le groupe des héros entre à nouveau dans le château. Cette fois, Yuki décide qu'il en finira une bonne fois pour toutes. Il dit au leader du groupe qu'il devrait apprendre de ses erreurs et ne pas continuer à l'ennuyer toutes les 2 semaines sans aucune raison, mais juste pour se faire battre. Hyuga saute immédiatement en avant aux côtés du tank aux cheveux rouges nommé Rêvant, et ils entourent rapidement Yuki pour une double attaque de 2 directions différentes. Mais Yuki est trop rapide pour eux et parvient à l'anticiper et à la bloquer avant de contre-attaquer avec son propre souffle magique violet, forçant les 2 garçons à reculer. Les garçons pensaient que Yuki en avait fini, mais à leur surprise, Yuki ne leur laisse pas le temps de se réajuster et tire un deuxième souffle magique sur eux, les touchant en plein et les projetant contre un mur. Celia court immédiatement vers le duo pour les soigner et s'assurer qu'ils vont bien, tandis que Mika reste en arrière pour tenir Yuki à distance et gagner du temps à Celia pour soigner Hyuga et Rêvant. Mika tire immédiatement son R15 sur lui, que Yuki parvient à bloquer, mais avec cela, elle lance également une boule de feu à explosion retardée, qui surprend Yuki et explose juste en face de lui. Cela n'a pas vraiment d'importance cependant, car à cause de ses statistiques surpuissantes,
cela ne l'affecte pas du tout. Mika se demande comment un simple général peut être aussi fort. Mais son astuce a fonctionné, car elle a donné à Celia assez de temps pour soigner les deux autres garçons suffisamment pour qu'ils puissent à nouveau se défendre. Yuki rit d'eux, affirmant que rien ne changera, peu importe combien de fois ils le combattront. Mais Hyuga n'est pas d'humeur à parler, car il sort son épée et se prépare pour une contre-attaque finale. Son épée commence à briller alors qu'il rassemble toute l'énergie dans sa lame et court vers Yuki pour l'achever d'un dernier coup. Mais quand la fumée se dissipe, il entend à nouveau la voix de Yuki, lui demandant s'ils croient maintenant qu'ils ne peuvent pas le vaincre, peu importe combien de fois ils essaient. Hyuga recule, prêt à contre-attaquer, et dit à Yuki qu'ils n'ont pas vraiment le choix et doivent vaincre le roi démon à tout prix. À leur surprise, Yuki propose de les laisser passer et d'atteindre le roi démon s'ils laissent Celia derrière pour le moment. Hyuga est contre cette offre, car il ne peut pas abandonner l'un de ses compagnons, mais Mika leur fait voir la raison, car c'est la vie d'une prêtresse contre des millions de personnes. Hyuga est toujours incertain, mais Celia prend la parole depuis l'arrière et dit aux membres de son groupe de la laisser derrière et d'avancer. Sur ce, le héros promet de revenir la chercher dès qu'ils auront fini avec le roi démon, et passe la porte vers la pièce suivante. De retour dans la grotte, Yuki commence à se sentir mal à l'aise d'être seul avec Celia et lui demande comment elle va. Celia est toujours sur ses gardes cependant, et dit à Yuki que même si elle sait qu'elle n'a aucune chance contre lui, elle combattra quand même jusqu'au bout. Sur ce, elle lui tire immédiatement un souffle magique, que Yuki bloque et lui dit immédiatement de se calmer, car il n'a aucune intention de toucher un seul cheveu de son corps. Cela la déroute, et elle demande pourquoi exactement il la fait rester derrière. Alors Yuki rassemble son courage et admet enfin qu'il est tombé amoureux d'elle depuis la première fois qu'il l'a vue dans le château, et qu'il aimerait sortir avec elle. C'est la dernière chose à laquelle Celia pouvait s'attendre et elle est incroyablement choquée, ne sachant quoi dire. Elle s'excuse simplement auprès de lui, et Yuki comprend l'allusion. Il commence à broyer du noir sur le sol, affirmant qu'il n'a aucune raison de vivre dans ce monde. Alors que Celia est encore incertaine de toute la situation et se demande si ce n'est pas une autre ruse de Yuki pour qu'elle baisse sa garde. Elle affirme que les démons sont censés être sans cœur, donc ils ne devraient ressentir aucun remords. Mais Yuki répond qu'il n'est pas vraiment un démon, et qu'il était en fait un humain dans son propre monde, mais a été réincarné dans ce monde en tant que démon sous les ordres du Seigneur Démon. Il lui dit que la raison pour laquelle son groupe n'a pas pu le vaincre est parce qu'il est super OP et plus fort que probablement n'importe qui dans ce monde. Il affirme qu'il n'est même pas autorisé à sortir à moins que ce ne soit pour attaquer un village humain, ce qu'il déteste parce qu'il est toujours un humain au fond de lui. Celia demande s'il est si OP, pourquoi n'a-t-il pas tué le roi démon et fait ce qu'il voulait, mais Yuki répond que même s'il pourrait tuer le roi démon quand il veut, s'il fait cela, les démons le nommeront prochain roi démon, ce qu'il ne veut pas du tout. À cela, Celia répond en disant qu'il devrait laisser tomber toute cette histoire de démons et venir dans le monde extérieur et recommencer à vivre parmi les humains. Yuki sent soudain une étincelle dans son cœur et décide d'accepter l'offre. Ce fut le jour où le roi démon fut vaincu par le groupe des héros. Une grande célébration eut lieu dans la capitale royale, où le groupe des héros fut honoré par le roi lui-même, et une grande fanfare fut organisée pour les héros qui ont sauvé le pays des griffes du roi démon. Yuki regarda tout cela de l'extérieur et décide de casser ses propres cornes pour avoir l'air plus humain, et achète un tas de vêtements normaux avant de se rendre à la guilde des aventuriers. Il trouve toute la guilde vide, avec seulement un réceptionniste à l'air grincheux assis derrière le bureau. Yuki demande joyeusement s'il peut être accepté dans la guilde, et le gars nommé Clément pousse un soupir d'exaspération, puisque tout le monde a eu un jour de congé pour la célébration de la victoire contre les ténèbres, mais il est le malchanceux qui devait être de service aujourd'hui. Il enregistre Yuki en tant qu'aventurier et lui remet sa carte d'aventurier, l'avertissant de ne pas la perdre, car c'est une grande corvée de la refaire. Quelques semaines passent, pendant lesquelles Yuki s'est entraîné dur, accomplissant une quête après l'autre, devenant l'aventurier à progresser le plus rapidement dans les rangs, puisqu'il a atteint le rang D depuis le F en quelques semaines. Il est le sujet de discussion de la guilde en ce moment, et même Clément l'attrape, demandant comment diable il monte si vite en rang, alors qu'il est censé être un parfait débutant. Yuki ne sait pas vraiment quoi répondre, et lui remet simplement quelques-unes des quêtes qu'il voulait prendre, quand Celia arrive de nulle part et lui dit de la rencontrer seule. Elle le ramène chez elle et affirme qu'elle veut qu'il quitte la guilde des aventuriers. Elle explique que puisque le roi démon est maintenant mort, les pays tentent de saisir plus de pouvoir et de ressources, et certains pays tentent même d'acquérir le Groenland après avoir capturé de force le Venezuela. Elle explique que des personnalités importantes de nombreux pays ont essayé d'embaucher les aventuriers les plus forts qu'ils peuvent trouver, et affirme que Jeff Bezos a offert la main de sa femme en mariage à Hyuga le héros dans l'espoir de l'acquérir comme pion et de l'utiliser pour son avantage militaire. Elle affirme qu'à la vitesse à laquelle il grimpe les rangs, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un pays ne le remarque et tente de l'acquérir, et ce serait désastreux, car il serait l'équivalent humain d'une putain de bombe nucléaire. Yuki promet de se faire discret pendant un moment et de s'assurer qu'il n'est pas trop voyant. Juste à ce moment-là, la mère de Celia les appelle dans sa chambre et dit à Yuki qu'elle reçoit des offres de mariage pour sa fille, et même le héros lui-même a proposé un mariage à Celia.
Cela met Yuki en rage, qui commence à râler contre les Shad comme un incel, mais Celia lui dit de se taire, car elle a déjà décliné toutes leurs demandes. En entendant cela, Yuki se tourne vers sa mère et affirme qu'elle l'a déjà rejeté une fois, donc il continuera à gagner sa vie comme aventurier, et quand il pourra lui offrir une vie décente, c'est à ce moment-là qu'il la demandera à nouveau en mariage et verra si la réponse est différente. Cela semble satisfaire sa mère, et elle laisse les deux seuls. Yuki décide de prendre congé et dit à Celia qu'il la reverra bientôt, et sur ce, il retourne dans son hublot, attendant avec impatience le moment où il pourra à nouveau la demander en mariage. Quelques jours passent depuis lors, et Yuki décide de prendre une nouvelle quête pour une chimère qui attaque les villageois sans aucune raison. Clément lui a dit que cette quête lui prendrait au moins une semaine à accomplir, sinon plus. Mais au fond de la jungle, quand il est tombé sur la chimère, il a réalisé que ce n'est pas vraiment si difficile de s'occuper de cette bête. Le bâtard mi-poulet, mi-serpent se jette sur lui plusieurs fois, mais c'est inutile, car Yuki est beaucoup plus rapide que lui et continue à l'épuiser avant d'utiliser enfin son attaque de foudre pour en finir une bonne fois pour toutes. Sur ce, il collecte toutes les plumes de la bête comme preuve de l'accomplissement de la quête. Réalisant qu'il lui a à peine fallu une demi-journée pour s'occuper de ce monstre, ce qui signifie qu'il peut probablement gagner des niveaux encore plus vite qu'il ne l'avait prévu. Avant qu'il puisse finir pour la journée, cependant, il sent une présence autour de lui, alors qu'un chevalier surgit des buissons et essaie de le poignarder à la gorge, mais Yuki esquive sans effort. Il remarque soudain une personne oiseau volant au-dessus de lui qui essaie de lui arracher les yeux, mais Yuki utilise sa magie pour créer une barrière et la repousser. Avant qu'il n'ait le temps de retrouver son calme et de comprendre qu'il attaquait, il est attaqué par une fée elfe qu'il reconnaît immédiatement comme Sheik, son subordonné. Il l'interpelle, affirmant que c'est lui avec une apparence différente, et Sheik s'arrête au tout dernier moment, surpris d'entendre son propre nom. Il lui faut une seconde pour réaliser que c'est leur capitaine, et les autres sortent également de leur cachette, confus. Sheik affirme qu'il pensait qu'il était un de ces aventuriers embêtants qui tuent les démons, et c'est pourquoi ils l'ont attaqué. Harpy et Duc sont choqués de voir que leur capitaine est toujours en vie, car ils pensaient qu'il était mort avec le roi démon lorsque l'Empire est tombé. Yuki affirme qu'il est vraiment heureux de voir qu'ils vont tous bien, mais Duc saute immédiatement sur lui, demandant où diable il est allé après les avoir laissés seuls quand le roi démon est tombé. Duc affirme qu'ils étaient très inquiets et ont cherché partout pour essayer de le trouver sans succès. Soudain, il remarque aussi que Yuki ne semble pas avoir ses cornes et ses ailes et ressemble plus à un humain maintenant. Cela déroute Duc, qui demande où ses cornes ont disparu et pourquoi il est habillé comme un humain. Yuki lui dit de se taire et de le laisser expliquer, et sur ce il commence son explication très courte sur comment il est un énorme simp qui a avoué son amour à la prêtresse du groupe des héros et s'est fait rejeter, et c'est pourquoi il vit maintenant comme un aventurier humain. Ses subordonnés sont confus quant à comment le capitaine des généraux du roi démon peut soudain vivre comme un humain. Yuki leur dit qu'il a choisi cette voie lui-même et qu'ils sont libres de suivre ce qu'ils veulent dans ce monde plus paisible. Tous les trois refusent immédiatement, affirmant qu'ils veulent rester avec lui et vivre comme des humains, et ils sont aussi très intéressés de rencontrer la personne dont il est tombé amoureux. Yuki leur dit de penser plus réalistement, car cela ne peut pas arriver, car ils sont évidemment des démons et n'auront pas vraiment de place dans le monde humain. Tous les trois conviennent cependant, que si leur capitaine peut se transformer pour avoir l'air plus humain, alors eux aussi peuvent le faire. En entendant cela, Yuki accepte de les garder avec lui et les emmène rencontrer Celia, qui est horrifiée d'apprendre que Yuki a arraché les ailes de Harpy et le réprimande pour ne pas avoir réfléchi à deux fois avant de faire ça, car même s'il voulait qu'ils aient l'air plus humains, arracher les ailes d'une harpie doit être si douloureux. Harpy se serre contre Celia, murmurant qu'elle est gentille, et même Duc et Sheik sont impressionnés et applaudissent pour elle. Sur ce, ils entrent tous dans son manoir pour prendre le thé, et Celia demande à Duc si c'est vrai qu'ils étaient tous subordonnés de Yuki, mentionnant qu'ils n'ont pas beaucoup l'air de démons. Duc affirme qu'il est en fait un chevalier sans tête, Harpy est une harpie, et Sheik est un pixie, qui sont toutes des créatures humanoïdes au lieu d'être de purs démons. Yuki est surpris de voir à quel point Duc parle beaucoup, puisqu'il n'a jamais été très bavard. Duc répond qu'il ne parlait pas beaucoup à cause du capitaine lui-même, car quand Yuki est venu à eux en tant que leur capitaine, ils le détestaient. Depuis que Yuki est venu dans ce monde, il était en gros un complètement renfermé qui ne parlait même pas à ses subordonnés, et osait même manquer de respect et ignorer les ordres donnés par son supérieur direct, Ézéchiel, qui affirmait que c'était une perte de temps totale de s'occuper de Yuki. En entendant cela, Duc a décidé qu'il s'occuperait lui-même de ce nouveau capitaine embêtant et lui apprendrait comment les choses fonctionnent ici par la force, mais Yuki s'est avéré être bien trop pour Duc, qui s'est fait battre à plate couture par son capitaine, ce qui lui a donné un nouveau respect pour la force que Yuki possédait. Celia affirme qu'ils semblent beaucoup tenir à leur capitaine maintenant, et Duc accepte que tous les trois ont commencé à tenir au capitaine et le capitaine à eux. Juste à ce moment-là, Yuki réalise qu'il n'entend plus Harpy et Sheik jouer et essaie de les trouver, réalisant qu'ils ne savent pas à quel point ils auraient des problèmes si le mot se répandait que Celia abritait un groupe de démons. Bientôt, il trouve Sheik dormant sur les genoux de la mère de Celia,
qui affirme qu'il courait dans le jardin, mais s'est vite épuisé et a commencé à dormir. Yuki s'excuse immédiatement auprès d'elle, affirmant que Sheik est son ami et ne sait pas faire mieux, mais la mère de Celia lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car elle adore les enfants. Yuki demande alors si elle a vu une fille qui jouait avec lui, et la mère de Celia affirme que Sofia, leur servante, vient d'emmener cette fille à l'intérieur du manoir. Ils se précipitent tous immédiatement vers le manoir, inquiets de ce que Harpy pourrait faire si elle a peur, mais ils la trouvent très réservée et très prévenante dans un uniforme de servante que Sofia lui a fait porter. Sofia présente immédiatement la servante à Celia et aux autres en tant que nouvelle recrue nommée Harpy, mais Celia explique qu'elle est en fait une amie de Yuki. Sofia s'excuse, affirmant qu'il y avait une nouvelle servante qui devait commencer à travailler aujourd'hui, ce qui l'a embrouillé. Yuki dit à Harpy d'aller se changer, mais Harpy lui dit qu'elle veut travailler et demande à Sofia si elle pourrait travailler ici. Sofia sourit, affirmant qu'elle lui montrera bientôt le quartier des serviteurs. Au moment où le soir tombe, Yuki et ses amis, à l'exception de Harpy, se préparent à partir, et Sheik se frotte les yeux paresseusement, murmurant comme Harpy est chanceuse de pouvoir rester dans le grand manoir. Celia leur dit de venir rendre visite quand ils veulent, et sa mère prend Yuki à part, affirmant que Celia a été très occupée par beaucoup de travail récemment et n'a pas eu le temps de se reposer depuis un moment, donc elle veillera à ce que Celia prenne un congé demain et demande à Yuki de l'emmener en rendez-vous. Le lendemain matin, Yuki attend impatiemment à l'extérieur de la place de la ville que Celia arrive, et elle arrive dans son beau wagon tiré par 2 griffons. Elle descend bientôt du wagon, mais a complètement changé son apparence en s'habillant comme une roturière et en portant une paire de lunettes épaisses. Yuki est fasciné par sa beauté et prend sa main avant qu'il ne commence à se promener dans la ville. Celia semble intéressée par toutes les petites choses qu'elle peut voir autour, et s'arrête à une pâtisserie, suppliant Yuki d'aller prendre le thé plus tard à cet endroit. Ils vont à plusieurs autres endroits, jouent avec des chats, essaient de nouvelles robes, et Yuki allait enfin l'emmener dans une boutique de cadeaux pour lui offrir un petit cadeau délicat pour qu'elle se souvienne de cette journée, mais sa chance tourne mal. Il s'avère que le héros, Hyuga, et Mika étaient aussi en rendez-vous aujourd'hui en vêtements civils. Hyuga court immédiatement vers Celia et commence à discuter avec elle en ignorant complètement Yuki, qui se tient juste là. Hyuga dit à Celia qu'elle devrait les rejoindre, ce que Yuki n'aime pas du tout. Heureusement, Celia répond qu'elle est aussi sortie avec un ami pour la journée, et c'est à ce moment-là que Hyuga réalise que Yuki est aussi là. Il s'en fiche toujours cependant, et répond qu'il peut venir aussi s'il veut, et sur ce, il entre dans la boutique de cadeaux avec Celia, laissant Mika et Yuki derrière. Mika semble aussi énervée que Yuki, car elle affirme qu'elle espère que Celia tombera amoureuse d'un roturier comme lui. Cela rend Yuki un peu heureux, mais bientôt il réalise que Mika le disait comme une insulte envers Celia et rien d'autre. Il réalise que Mika semble être une personne très terrible. Pendant ce temps, le héros est toujours à l'intérieur de la boutique de cadeaux en train de parler à Celia. Yuki pense au fait que Celia a déjà refusé la demande en mariage du héros une fois. Tout homme sensé tournerait les talons et laisserait la fille tranquille, mais ce héros semble être un peu trop sans vergogne. Mais Yuki décide qu'il ne va pas non plus abandonner si facilement. Il entre dans le magasin et choisit un collier pour Celia, demandant si elle l'aime. Celia rougit et répond qu'elle le trouve vraiment beau. Juste à ce moment-là, Hyuga saute au milieu avec une énorme tiare en émeraude, se vantant que c'est la chose la plus chère de tout le magasin, et enlève le chapeau de Celia pour la mettre. Les lunettes de Celia tombent au sol, et la foule reconnaît immédiatement Celia la prêtresse, et les autres doivent être Mika et Hyuga. La foule les entoure complètement, tandis que Yuki est laissé derrière puisqu'il n'est pratiquement personne. Il court rapidement après la foule en essayant de trouver Celia, mais au lieu de cela, il tombe sur le grand épéiste appelé Rêvant, qui est aussi entouré d'un groupe de filles. Il décide d'aider le pauvre type et distrait les filles avant de prendre sa main et de s'enfuir avec lui dans une ruelle. Il décide rapidement de partir, mais Rêvant l'arrête. Yuki est surpris par la voix féminine de Rêvant, mais il n'a pas le temps pour tout ça. Rêvant, cependant, demande s'il aimerait être son ami, puisque tout le monde se moque de sa voix. Yuki accepte, et sur ce, il continue à nouveau sa recherche de Celia. Il la trouve bientôt dans son déguisement près d'un petit garçon qui a perdu sa mère dans la foule. Yuki décide d'aider, et ensemble ils commencent à chercher la mère du garçon. Yuki dit à Celia qu'elle devrait rentrer chez elle, mais elle refuse, et la recherche continue. Le lendemain matin, quand Yuki va rencontrer Celia, sa mère l'accueille et lui dit que Celia s'est effondrée le matin à cause de l'épuisement dû à l'agitation publique d'hier. Il s'excuse de ne pas avoir pu prendre soin d'elle, mais sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'était clairement la faute du héros d'avoir fait tout ça. De plus, il a aussi fait irruption dans leur maison et a insisté pour prendre soin de Celia, mais Sofia l'a mis dehors. À sa surprise, sa mère lui donne la permission de voir Celia, et il entre dans sa chambre pour la trouver au lit. Là, il parle de la folie d'hier, puis Celia lui demande de l'emmener sortir la prochaine fois qu'elle aura à nouveau un jour de libre. Cela rend Yuki super excité, et il commence à s'agiter, ce qui fait rire Celia, ce qui la fait tousser, et Sofia met Yuki dehors avec colère. Alors qu'il retournait chez lui,
il tombe sur Revan, qui lui demande un conseil. Il affirme qu'il y a une fille qu'il aime qui a toujours été gentille avec lui, mais il ne sait pas comment lui dire qu'il l'aime avec sa voix. Yuki lui donne un discours d'encouragement et lui dit ensuite de tout donner. À sa surprise, il le remercie et commence à se diriger vers la maison de Celia, faisant réaliser à Yuki avec horreur qu'il aime Celia. Yuki commence à paniquer à l'idée qu'il vient de donner une dose de motivation et de confiance à son rival, et peu importe à quel point il essaie de se convaincre que Celia n'acceptera pas la confession de n'importe qui si facilement, ses pensées commencent à dérailler. Il imagine qu'un jour, Celia a perdu son énergie en combattant des démons, et puis rêvant la rattraper comme dans un drama coréen. Ses inquiétudes commencent à le ronger de l'intérieur, mais c'est à ce moment-là que Revan revient complètement défait. Yuki lui demande ce qui s'est passé, et il marmonne que malgré son discours d'encouragement, il reste un perdant. Alors que Revan s'éloigne abattu, Yuki se rapproche pour savoir ce que Celia lui a dit qui l'a tant brisé. Il retourne au manoir, mais Sofia garde la porte, et elle lui demande s'il a oublié quelque chose. Yuki lui dit timidement qu'il était juste curieux de savoir comment va Celia. Bien qu'elle sache à quel point sa réponse semble suspecte puisqu'il vient juste de la voir, Sofia refuse de le laisser entrer et lui dit que Celia n'a besoin d'aucun visiteur pour le moment. Yuki ne peut pas revenir les mains vides, alors il décide de demander directement à Sofia à propos de Revan. Elle lui dit que Revan a appelé Harpy, et Yuki a du mal à croire qu'il allait avouer ses sentiments à un démon. Il ne peut réprimer sa curiosité et va parler à Harpy, qui est occupée à nettoyer le jardin. Yuki lui demande si le grand type aux cheveux roux est venu la voir, et Harpy confirme. Yuki lui demande ce qu'elle lui a dit quand il a avoué ses sentiments, et Harpy répond qu'elle lui a simplement dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle sorte avec lui. Même Yuki ressent la douleur indirecte de sa réponse brutale, et il comprend que si Harpy n'aime pas Revan, rien ne peut se passer. Harpy lui dit que ce n'est pas comme ça, mais alors que Yuki lui demande de s'expliquer, elle s'éloigne pour continuer son travail. Yuki décide de lui parler le lendemain, et la nuit, il appelle Chic et Duke pour discuter de l'affaire. Ils veulent savoir qui est le type appelé Revan, et Yuki leur rappelle le chevalier du groupe du héros qui n'arrêtait pas de perdre contre lui. Duke demande à Yuki pourquoi il a laissé un humain s'approcher de Harpy alors qu'il prétendait l'aimer. Yuki répond qu'il ne savait même pas que Revan était intéressé par elle. Et Duke dit que même si les intentions de Revan sont sincères, il doute qu'Harpy le laisse s'approcher d'elle. Il parle de la beauté incroyable des harpies et de la façon dont les humains essaient de les capturer pour leur plume ou pour l'esclavage. Il se souvient comment il a une fois sauvé Harpy de certains humains, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans l'armée du Seigneur Démon. Cependant, Chic croit qu'Harpy ne déteste pas les humains parce que si c'était le cas, elle n'aurait jamais voulu devenir une servante au manoir de Celia. Yuki est d'accord avec lui et dit que même si Duke a raison de s'inquiéter pour Harpy, Revan n'est pas un mauvais gars, et il est possible qu'Harpy l'ait déjà senti. Le lendemain, Yuki se rend à la guilde pour obtenir des quêtes, mais il découvre que Crément n'est pas disponible aujourd'hui, il n'a donc pas d'autre choix que de s'adresser à l'autre réceptionniste. Elle le reconnaît et lui demande s'il est le gars qui parle toujours au vice-maître de guilde, et Yuki ne comprend même pas de qui elle parle. Ce n'est qu'après qu'elle a expliqué les choses clairement que Yuki réalise que le type paresseux et fatigué est en fait le vice-maître de guilde. Il digère le choc tant bien que mal et demande alors à la réceptionniste où est Crément. Elle l'appelle près d'elle et commence à lui chuchoter à l'oreille, disant qu'il est à l'hôpital. Inquiet pour son ami, Yuki se rend à l'hôpital et trouve Crément couvert de bandages à cause de graves blessures. Il demande qui diable l'a attaqué aussi brutalement, et Crément répond que sa femme l'a battu. Yuki est horrifié en l'apprenant, mais avant qu'il puisse appeler le 911 pour violence conjugale, Crément explique qu'hier c'était son anniversaire de mariage et qu'il voulait acheter quelque chose de spécial pour sa femme. Cependant, il n'a pas pu se décider même après des heures, alors le personnel du magasin de cadeaux l'a expulsé. Il est rentré chez lui très tard et les mains vides, alors sa femme s'est mise en colère, pensant qu'il avait oublié leur anniversaire, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé ici. Yuki est encore en train de digérer cette déclaration, et il dit à Crément que sa femme a l'air vraiment forte. Crément l'affirme fièrement, disant qu'elle était une aventurière de rang A comme lui, et qu'ils étaient le couple le plus puissant du jeu. Il se souvient comment les gens les appelaient le couple invincible de l'apathie, et Yuki ne pense pas que c'est quelque chose dont il devrait être fier. Quoi qu'il en soit, il propose de guérir Crément instantanément avec sa magie de soin, mais il refuse avec humeur, disant que c'est sa chance de se comporter comme un bébé pendant que sa femme le soigne. Yuki est interloqué par sa logique et abandonne quand soudain la femme de Crément vient vérifier son état. Étonnamment, sa femme n'est autre que la servante Sofia, et Yuki est stupéfait en faisant le lien. Crément est ravi de voir Sofia et l'appelle chérie, mais elle lui donne un coup de pied à la tête parce qu'il l'appelle toujours par son nom. Crément est un vrai opportuniste, et il remporte une victoire même dans cette situation en voyant ce que porte sa femme sous la jupe, et Sofia n'a pas de problème avec ça parce qu'ils sont mariés. Yuki, quant à lui, est gêné par ce couple bizarre, et après un moment, il appelle Sofia à l'extérieur pour lui demander des nouvelles de la santé de Celia. Elle répond que Celia se sent mieux maintenant, mais Yuki ne peut pas la voir parce qu'elle est occupée à faire des courses.
Yuki soupire en entendant cela et demande à Sofia si les cadeaux sont vraiment importants pour les femmes. Sofia se prépare à infliger d'autres blessures à Crément au cas où il aurait dit quelque chose d'embarrassant à Yuki, mais il change de sujet et dit qu'il veut rendre Célia heureuse en lui offrant un meilleur cadeau que la dernière fois. Sofia lui dit que ce sont ses sentiments qui comptent le plus et lui souhaite bonne chance alors qu'il part. En chemin, Yuki commence à imaginer des scénarios s'il épouse Célia, mais son imagination se limite à ce qu'il a vu dans sa vie précédente. Peu de temps après, il atteint les quartiers des Chevaliers pour vérifier l'état de Rêvant, qui est toujours sous le choc après avoir été rejeté. Peu importe ce que Yuki essaie pour attirer son attention, Rêvant ne répond pas, alors à la fin, Yuki prononce le nom d'Harpie. Rêvant se lève immédiatement, lui demandant comment il connaît ce nom. Yuki répond qu'il connaît Harpie depuis longtemps, et c'est pourquoi il voulait savoir ce qui a fait tomber le capitaine des Chevaliers amoureux d'elle. Rêvant commence l'histoire en racontant comment il vaquait à ses occupations au marché un jour quand il a vu 3 voyous harceler une servante. Il est intervenu pour l'aider, et bien que les voyous aient été trop confiants au début, assommer l'un d'eux a suffi à les faire fuir. Après que Rêvant se soit assuré qu'Harpie ne serait plus dérangée, il a commencé à s'éloigner, mais elle a tiré sur sa cape et l'a remercié de l'avoir sauvé. Il lui a dit que c'était son devoir, réalisant seulement plus tard qu'il avait laissé échapper sa vraie voix. Rêvant était gêné, mais Harpie lui a dit qu'il avait une belle voix et qu'elle lui portait envie. Elle est partie en courant, et Rêvant a connu son premier amour. Il prétend qu'il connaissait l'uniforme de servante, et Yuki réalise que c'est pourquoi il est allé au manoir de Célia. Rêvant est surpris d'apprendre que Yuki connaît Célia, et c'est à son tour de parler de la façon dont il est tombé amoureux d'elle et comment il essaie maintenant de devenir un aventurier accompli pour être digne d'elle. Rêvant se sent encore plus misérable en entendant cela parce qu'il se sent comme un perdant qui ne peut même pas travailler dur pour la fille qu'il aime. Yuki lui dit que ce n'est pas de sa faute et qu'Harpie ne gère tout simplement pas bien les hommes à cause d'un traumatisme passé. Il dit à Rêvant qu'il est trop tôt pour abandonner et dit qu'ils doivent se rendre au marché pour le premier pas en avant. Ils vont dans un magasin plein de couples qui achètent des bijoux et d'autres choses les uns pour les autres, et Rêvant se sent nerveux à l'idée qu'il soit au mauvais endroit. Yuki lui dit de se détendre et trouve alors que le pendentif qu'il voulait acheter pour Célia la dernière fois est toujours là. Il l'achète et trouve alors Rêvant en train de regarder d'autres cadeaux. Yuki lui suggère d'acheter celui avec les plumes roses, et Rêvant n'est pas sûr qu'Harpie appréciera un cadeau d'un parfait étranger. Yuki répète simplement ce que Sofia lui a dit sur le fait de mettre son cœur dans le cadeau et l'assure qu'Harpie aimera le design. Rêvant pense qu'il pourra voir Harpie avec le cadeau comme excuse, alors comme tout simp, il dépense de l'argent pour quelque chose dont il n'est même pas sûr que la fille aimera. Il utilise des notes pour communiquer avec le vendeur, et Yuki est un peu interloqué par cela. C'est à ce moment-là que Mika arrive également, et malgré les lunettes de Superman qui déguisent l'apparence, elle identifie Rêvant ainsi que Yuki parce qu'il était avec Célia l'autre jour. Elle demande « Que font 2 hommes dans un magasin où vont les couples ?» et leur dit que c'est normal d'être gay parce que ce n'est pas les années 60. Yuki lui dit de se taire et déclare qu'ils achètent juste des cadeaux pour les femmes qu'ils aiment, et Mika devient curieuse de savoir qui est la dame qui a conquis le cœur de leur chevalier silencieux. Rêvant ne dit rien, et Mika se sent coupable parce qu'elle s'est une fois moquée de sa voix et il ne lui a jamais reparlé depuis ce jour. Yuki réalise que Mika est peut-être une gamine, mais au moins elle a du cœur, puis elle invite les garçons à parler de leur vie amoureuse en détail. Yuki lui dit qu'il n'est pas intéressé, mais Rêvant sait que Mika est aussi tenace que quelqu'un qui veut un prix Nobel bien qu'il ne le mérite pas. Il dit à Yuki qu'il devrait en finir, et ils vont dans un restaurant vide. Cependant, Yuki et Rêvant commencent tous les deux à manger sans pause parce que cela leur donne une excuse pour ne pas parler. Mika le réalise et dit que s'ils ne peuvent pas parler, elle ne peut pas leur donner d'informations sur Célia. Yuki ne fait pas de yoga, mais il s'incline immédiatement en entendant cela et se prépare à parler. Mika lui demande d'abord jusqu'où il est allé avec Célia, et il répond qu'ils ne sortent pas encore ensemble et qu'elle reçoit encore trop de propositions de mariage. Il dit que Célia les a toutes rejetées, y compris celle du héros, et Mika peut comprendre pourquoi. Elle affirme que Yuga énerve toujours Célia car il n'a aucune délicatesse. Il essaie toujours de créer des occasions de la rencontrer et ne se soucie même pas s'il fait irruption chez les filles pendant qu'elles se changent ou se baignent. En plus de cela, c'est un playboy qui retardait souvent leurs plans parce que des filles voulaient qu'il reste plus longtemps dans leur ville, et Célia lui a ouvertement dit de se contrôler. Mika dit à Yuki qu'il est dans son intérêt de ne pas mettre Célia en colère, et après cela, elle demande à Rêvant de raconter son histoire. Yuki se lève immédiatement pour défendre l'amour pur de son ami, et Mika est offensée par la façon dont il la traite comme une méchante. Elle dit nerveusement qu'elle voulait juste les aider et obtenir de l'aide en retour, ce qui rend Rêvant curieux de savoir si tout va bien entre elle et Yuga. Il l'assure qu'elle peut faire confiance à Yuki, et elle menace de le retirer à point s'il raconte à quiconque ce qu'elle va dire maintenant. Elle devient alors sérieuse et dit qu'ils ont été vaincus plusieurs fois au château du Seigneur Démon, et Yuki doit faire semblant d'être choqué comme si ce n'était pas lui qui les avait fait mordre la poussière à chaque fois. Mika lui dit qu'un garde protégeant l'entrée était super fort, et il ne les a pas seulement vaincus mais les a humiliés en les laissant complètement guéris dans le village voisin.
Ils ont trouvé des excuses sur le fait de ne pas être assez prêts pour protéger l'honneur du héros et du groupe, mais après avoir perdu pendant un mois d'affilée, le village a manqué de provisions. Le garde démon leur a fait une offre, laissez Celia derrière et continuer. Mika dit qu'elle a convaincu tout le monde d'accepter l'offre, et c'est pourquoi elle sent que Hyuga la déteste. Elle sent que Yuki la détestera aussi pour avoir mis la vie de Celia en danger, mais alors Revan prend la parole, disant à Mika que ce n'est pas de sa faute et qu'il aurait dû s'exprimer aussi à cette époque. Yuki réalise qu'il a créé une fissure dans le groupe du héros, et il demande à Mika si elle a parlé à Celia de cela. Mika est embarrassée parce que sa raison pour convaincre tout le monde était son amour pour Hyuga, et elle sent que Celia ne lui pardonnera pas pour cela. En réponse, Yuki demande si elle va laisser les choses rester gênantes entre elles pour toujours. Mika y voit plus clair après avoir entendu cela, et elle décide de s'excuser auprès de Celia. Une fois qu'elle est partie, Revan est également rempli de détermination pour reparler à Harpie. Il se rend au manoir avec Yuki, mais par coïncidence, Chic et Duke sont également là pour voir Harpie. Dès que Yuki présente Revan à Duke, il devient offensif, demandant s'il est juste un perdant désespéré qui est revenu pour draguer une fille qu'il a déjà rejetée. Yuki essaie de défendre Revan et lui dit aussi que Duke tient beaucoup à Harpie, donc il est excessivement prudent. Duke demande à Revan ce qu'il fait ici, et après être acculé, Revan dit qu'il ne sait rien d'Harpie, mais qu'il veut quand même lui parler une fois de plus. Duke ne se soucie même pas du fait qu'il ressemble à Sabrina Carpenter et lui dit qu'il devrait dire des choses comme s'il allait protéger Harpie et la rendre heureuse parce que c'est le dialogue qui gagne les gardiens de la fille. Cependant, Revan refuse de plagier, et Duke est secrètement impressionné. Il le pousse vers Harpie, lui disant de lui dire ce qu'il veut. Revan va dans un endroit calme avec Harpie et lui tend le cadeau, lui demandant nerveusement s'ils peuvent au moins être amis. Harpie est heureuse de recevoir un cadeau, et elle décide de laisser Revan devenir son ami, même si elle n'a aucune intention au-delà de cela. Quelques jours passent, et Yuki se sent assez déprimé car ça fait plus d'une semaine qu'il n'a pas vu Celia, ce qui a drainé son énergie. Chic court vers lui et commence à sauter dans la pièce, le suppliant d'aller au manoir de Celia pour qu'il puisse jouer dans le jardin avec Harpie. Yuki n'est vraiment pas d'humeur et lui dit qu'ils iront une autre fois, car pour l'instant il veut juste dormir jusqu'à ce qu'il puisse la revoir. Il pense au fait qu'il n'avait aucune idée de l'occupation du groupe du héros la plupart des jours. Celia n'est presque jamais à la maison car elle voyage d'une ville à l'autre, soignant les gens malchanceux et pour lesquels aucun autre guérisseur ne pouvait rien faire. Revan est le capitaine des gardes, il doit donc toujours s'occuper des nouvelles recrues et s'assurer qu'elles sont toutes en ordre. Mika est la mage du palais qui s'occupe de tout problème que la cour royale rencontre. Quant à Hyuga, il est essentiellement l'ambassadeur de marque du royaume car il s'occupe de la plupart des questions diplomatiques et s'occupe des monstres de haut niveau que les aventuriers de bas niveau ne peuvent pas gérer. Il pense qu'en comparaison, il n'est qu'un bouche-trou et se demande s'il peut faire quelque chose pour leur faciliter la vie. Ses pensées sont interrompues lorsque Chic saute sur sa poitrine et commence à se plaindre du fait qu'il serait parti avec Duke, mais Revan l'a recruté pour les chevaliers et lui a offert un poste que Duke a accepté, donc maintenant les seuls chômeurs sont lui et Yuki. Avant que Yuki puisse trouver une excuse pour l'évincer, Harpie frappe à la porte et entre dans la pièce. Chic s'excite immédiatement, pensant qu'il peut maintenant sortir de cette pièce déprimante et avoir un peu de soleil. Harpie dit à Yuki que Celia l'a envoyé avec un message, affirmant qu'elle est libre l'après-midi et qu'elle aimerait le voir. Yuki est ravi en entendant cela et se lève immédiatement, pensant qu'il peut enfin lui donner le collier qu'il a acheté au magasin de cadeaux. Chic décide de retourner au manoir avec Harpie, laissant Yuki seul, qui décide de sortir pour avoir un peu de soleil bien mérité et peut-être toucher de l'herbe en marchant dans les rues, se demandant quoi faire pour passer le temps jusqu'à l'après-midi, quand une vieille femme l'appelle et prétend qu'il devrait faire vérifier son avenir car elle peut voir que sa chance est basse aujourd'hui et qu'il va avoir une journée terrible. Rien ne pourrait gâcher l'humeur de Yuki aujourd'hui, et il écarte la vieille sorcière, affirmant qu'il va rencontrer la fille de ses rêves aujourd'hui. Rien ne pourrait mal se passer aujourd'hui. En marchant, il décide d'acheter des cupcakes à la boulangerie comme cadeau pour Celia. Mais il est confus de voir un mec de gym bodybuildé portant un tablier rose, brisant toutes les normes de genre, vendre des cupcakes. Il s'approche de lui, demandant où est la fille qui vend normalement les gâteaux, et l'homme s'avère être son frère, affirmant qu'elle est occupée pour la journée et qu'il peut s'occuper de lui. Yuki décide de prendre des cupcakes et demande au rat de gym de les emballer pour lui, mais le bâtard sous stéroïdes les emballe et les fourre si fort dans la poitrine de Yuki que celui-ci se demande s'il s'est cassé une côte. Sur le chemin, il ouvre le sac pour voir que la moitié des cupcakes sont écrasés grâce à l'enthousiasme de Samsulk, et espère que la gentille fille reviendra bientôt pour les vendre. Il décide d'en essayer un, et le cupcake s'avère plutôt délicieux même s'il est à moitié écrasé. Dans sa distraction, il heurte un homme géant qui se retourne avec colère mais décide de laisser tomber. Yuki décide de reprendre son chemin, cette fois un peu plus attentif à l'endroit où il marche, quand il manque de marcher sur un tas de merde de chiens. Il réalise que sa journée ne se passe pas si bien et décide de regarder où il va attentivement, quand un petit crétin de gamin court vers lui et tombe. Yuki parvient à amortir sa chute en l'attrapant, mais la brochette de viande que le gamin tenait tombe par terre et l'idiot se met à pleurer.
Yuki essaie de le consoler et l'emmène ensuite au stand de brochettes et lui achète 2 brochettes supplémentaires au chariot. Le garçon le remercie et s'enfuit. Avant même que Yuki ne comprenne ce qui se passait, un homme le percute et parvient à lui voler son portefeuille. Yuki réalise immédiatement qu'il s'est fait pickpocketer et se précipite après le voleur, qui n'est pas à la hauteur de sa vitesse et reçoit un dropkick rapide à l'arrière de la tête. Le voleur s'écrase contre le mur et est assommé, tandis que Yuki récupère son portefeuille et s'apprête à partir quand une voix l'appelle de derrière, affirmant qu'un vol en plein jour ne se produirait jamais dans cette ville. Il se retourne pour voir nul autre que le héros Hyuga debout devant lui avec son épée dégainée. Il dit à Yuki de laisser tomber le portefeuille tout de suite et de se rendre, mais Yuki essaie d'expliquer que c'est lui qui s'est fait pickpocketer. Hyuga est trop obtus et décide de ne pas écouter et commence à balancer son épée. Yuki parvient à esquiver la première attaque et recule de quelques pas, mais pendant ce temps, Hyuga parvient à trancher la bourse en deux, faisant tomber tout son argent par terre. Yuki décide que la meilleure action serait de fuir sans l'argent, mais même cela s'avère difficile car son chemin est bloqué par un groupe de gardes royaux. Il est rapidement capturé et emmené dans les donjons, où il est mis dans une cellule sombre et crasseuse. Yuki laisse échapper un soupir d'exaspération en réalisant que la vieille femme disait la vérité et que toute cette journée est maudite. Avant qu'il ne puisse devenir encore plus triste, il entend une voix familière alors que Duke s'approche de sa cellule de prison et demande ce qu'il a bien pu faire pour se retrouver ici. Yuki avait totalement oublié que Duke travaille maintenant comme garde royal, tandis que Duke demande à Yuki s'il a tabassé une personne innocente juste parce que Celia ne lui accordait pas de temps. Yuki lui dit qu'il n'a rien fait, en fait, c'est lui qui se faisait voler, mais l'idiot de héros a fini par utiliser la brutalité policière sur lui et ne l'a même pas laissé avoir un avocat. Duke lui dit de ne pas s'inquiéter car Revan a réussi à saisir l'affaire et il vérifie toutes les informations en ce moment, ce qui veut dire qu'il est un homme libre. Yuki laisse échapper un soupir de soulagement quand une garde elfe nommée Irene s'approche de Duke et lui dit qu'il devrait retourner à l'entraînement. Duke lui dit de donner d'abord la clé car Yuki est libre de partir. Irene lui remet immédiatement la clé et libère Yuki, tout en lui disant que le héros Hyuga aimerait aussi s'excuser pour son erreur. Yuki est un peu surpris par cela, mais Hyuga finit par l'inviter à un grand festin avec Revan pour se faire pardonner. Il s'excuse en personne, demandant pardon tout en lui disant de manger autant qu'il peut. Il s'assoit bientôt et dévore le repas, après quoi Revan écrit à nouveau sur une feuille de papier en disant à Hyuga de s'excuser à nouveau. Hyuga affirme qu'il n'avait aucune idée que Yuki était ami avec Revan et révèle que c'est la toute première fois qu'il voit Revan perdre son calme. C'est alors que Hyuga se souvient soudain que Yuki est la même personne qu'il a rencontrée alors qu'il était en ville avec Mika. Il demande immédiatement quelle est sa relation avec Celia, et Yuki est un peu surpris par la question et répond qu'ils sont juste amis. Hyuga le supplie immédiatement de lui donner des conseils sur la façon dont il peut maintenir une meilleure relation avec Celia. Yuki est immédiatement submergé car Hyuga n'a aucune idée qu'il demande des conseils à son propre rival. Yuki décide de désamorcer la situation en affirmant qu'il n'a rencontré Celia que quelques semaines auparavant et qu'il devrait demander à quelqu'un qui la connaît mieux. Hyuga se tourne vers Revan, mais il écrit immédiatement qu'il ne répondra à aucune de ses questions car il n'en sait rien lui-même. Hyuga baisse alors la tête, vaincu, affirmant qu'il ne peut pas vraiment demander à Mika non plus car elle déteste Celia. Cela frappe à la fois Revan et Yuki, qui viennent juste d'avoir une conversation avec elle. Yuki demande à Hyuga d'expliquer de quoi il parle, et puisque Hyuga n'a aucune idée que Yuki est le général démon, il explique comment lors d'une bataille très difficile contre un général démon, il y avait une condition posée par le démon pour laisser Celia derrière et Mika a immédiatement accepté. Yuki affirme que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais Hyuga rétorque en demandant s'il était là pour le voir, et immédiatement Yuki se sauve de dévoiler sa couverture et répond qu'il l'a entendu de Mika. Hyuga affirme que Mika ne pouvait que leur dire de laisser Celia derrière si elle la détestait, mais Yuki argue qu'en fin de compte, c'était lui le leader et qu'il a pris la décision finale de laisser Celia derrière. Hyuga réalise que Yuki dit des faits, mais il ne peut toujours pas l'accepter, affirmant qu'il ne laisserait jamais Celia derrière, mais Revan met ses mains sur l'épaule de Hyuga et secoue la tête. Yuki donne voix à Revan en disant à Hyuga qu'il est le héros et devrait arrêter de blâmer ses alliés pour sa décision douteuse. Cela frappe vraiment Hyuga, et il commence à pleurer avant de s'arrêter finalement en réalisant comment il a maltraité Mika alors qu'elle l'a toujours soutenu tout au long de sa vie. Il décide de se racheter et de s'excuser immédiatement, mais traîne à la fois Revan et Yuki avec lui car il est trop lâche pour y aller seul. Il fait alors immédiatement irruption chez elle sans frapper et la trouve en train de s'habiller. Mika lui crie dessus, mais il s'en fiche et s'excuse immédiatement auprès d'elle pour l'avoir maltraitée et avoir rejeté la faute d'avoir laissé Celia sur elle. Mika, toujours furieuse, attrape son bâton magique et décide enfin de laisser sortir sa frustration et commence à tabasser le héros. Pendant ce temps, Yuki laisse le reste à Revan et part pour le manoir de Celia. En chemin, il est à nouveau arrêté par Samsulk, mais cette fois sa sœur est avec lui et elle lui donne un nouveau paquet pour s'excuser pour le précédent qui a été écrasé. Il la remercie pour le cadeau et se précipite sur le chemin. Quand il est entouré par un groupe d'hommes en costume, s'attendant à des ennuis, il se demande ce qu'il a fait cette fois,
mais il s'avère que le gamin qui l'a heurté était d'une famille noble, donc en guise de gratitude, il lui donne aussi un paquet de brochettes. Yuki les remercie et se précipite vers le manoir de Celia et la trouve assise sur une chaise en train de lire des livres. Elle l'accueille chaleureusement alors qu'il lui présente les gâteaux et les brochettes. Celia le remercie pour les cadeaux et dit qu'elle va préparer du thé, quand soudain Hyuga fait irruption dans leur chambre et crie à Celia qu'il a réalisé son erreur, mais Mika lui met un coup de poing au visage et lui dit de fermer sa gueule stupide. Rêvant arrive aussi à ce moment-là, et Mika décide de s'avancer et s'excuse auprès de Celia de l'avoir laissée derrière, affirmant qu'ils étaient coéquipiers et n'auraient pas dû la laisser derrière en aucune circonstance. Celia sourit simplement, affirmant que la vie de millions de personnes était en jeu et que vaincre le roi démon était plus important. De plus, elle lui rappelle qu'une fois qu'ils ont vaincu le roi démon, même si Mika était épuisée et n'avait plus de mana, elle a quand même couru à fond vers Celia pour s'assurer qu'elle allait bien, et au moment où elle l'a vue, Mika s'est effondrée d'épuisement et de soulagement. Tout semble s'être bien terminé, alors que Celia et Yuki sortent pour une petite promenade nocturne au coucher du soleil, quand Yuki sort le collier qu'il a acheté pour elle et elle l'accepte avec grâce, le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour elle jusqu'à présent. Quelques jours passent depuis lors, quand un beau matin, Yuki a l'opportunité de sa vie d'accompagner Celia sur l'un de ses sites de terrain et de l'aider dans son travail. Malheureusement pour lui, rien de ce qu'il veut ne peut jamais se passer sans heurts, et cette fois, le problème vient sous la forme de Chic, qui a réussi à fourrer son nez dans leurs affaires et a convaincu Celia de le laisser les accompagner car il s'ennuie. Dans la calèche, Chic semble assez excité, affirmant qu'il n'a jamais été dans une calèche auparavant, mais Yuki lui dit de ne pas s'emballer car ils ne partent pas en voyage d'agrément et qu'ils accompagnent Celia pour pouvoir l'aider dans son travail. Celia sourit et les remercie de l'accompagner, mais elle commence à avoir l'air un peu nauséeuse. Yuki s'inquiète immédiatement et demande si elle va bien. Celia répond gentiment qu'elle va bien et que le principal problème est qu'elle a un peu le mal des transports. Yuki suggère qu'ils fassent peut-être une petite pause avant de continuer leur voyage, mais Chic a une meilleure idée et lui tend une potion, affirmant que c'est une potion secrète brassée par les Pixies, qui est censée l'aider à surmonter ses problèmes. Celia prend la potion avec reconnaissance et l'avale. À sa surprise, son mal des transports disparaît complètement. Elle remercie Chic pour la potion, tandis que Chic tourne son visage suffisant vers Yuki, lui demandant s'il est maintenant un peu plus heureux qu'il soit venu avec lui. Yuki essaie de le repousser pendant que Celia rit, affirmant qu'elle est vraiment contente qu'ils aient tous les deux réussi à l'accompagner dans son expédition car cela l'a rendue beaucoup plus confiante. Un peu plus tard, ils atteignent le village où les maladies sévissent depuis un certain temps. Celia remarque que le village est très serein, mais il n'y a pas beaucoup de vitalité à voir ici. Il rencontre bientôt un vieil homme qui reconnaît immédiatement Celia et la salue, affirmant qu'il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'elle vienne en aide à leur village. Celia le salue en retour et présente à la fois Yuki et Chic, affirmant qu'ils sont ses amis et des mages compétents eux-mêmes qui pourront aider les villageois. Le vieux bonhomme les emmène dans une église où ils trouvent la plupart des personnes blessées et malades allongées à la merci de leurs dieux qui sont morts depuis longtemps maintenant. Yuki remarque que Celia se donne vraiment à fond pour aider tous ces pauvres villageois, et il fait sa part aussi. Le vieux bonhomme réapparaît et remercie Yuki de les aider. Quand Yuki demande s'il y a eu des morts jusqu'à présent, le vieil homme répond qu'ils seraient tous morts il y a des jours quand un groupe de bandits est soudainement descendu sur eux, mais alors un homme est apparu de nulle part et les a repoussés avant de disparaître aussi. Yuki se demande s'il y a eu des luttes intestines entre deux groupes de bandits, quand il remarque que Celia a l'air un peu fatiguée même si elle fait semblant d'être forte et sourit à chaque villageois qui vient à elle pour de l'aide. Il s'approche d'elle et suggère qu'il fasse une petite pause, mais Celia refuse, affirmant qu'elle va bien et se lève pour aider davantage. Yuki décide de prendre une décision exécutive et l'assomme avec un de ses sorts. Les villageois s'inquiètent immédiatement alors qu'il la prend dans ses bras et leur dit qu'elle est juste fatiguée et a besoin de se reposer un peu. La prochaine fois que Celia ouvre les yeux, elle se retrouve dans une pièce avec Chic et Yuki qui l'attendent. Elle réalise immédiatement que Yuki a dû l'assommer et dit à Yuki qu'il devrait respecter la décision des autres au lieu de faire ce qu'il pense être le mieux pour eux. Cela ressemblait à l'une des combinaisons que je détesterais avoir avec ma petite amie, mais Yuki gère cela avec expertise et lui dit de se taire, gamine, car les femmes ne savent pas ce qui est bon pour elles. Puisque le féminisme ne les a pas encore atteints, Celia accepte simplement mais lui dit de ne plus jamais faire cela sans consentement. Yuki promet qu'il ne le fera pas et révèle qu'elle peut se reposer tranquille car ils ont déjà guéri tous les villageois. Celia leur sourit brillamment et les remercie pour toute l'aide qu'ils lui ont apportée avec les villageois. Avant que Yuki ne puisse saisir le moment et demander sa permission pour coucher, le vieux bonhomme les interrompt à nouveau, cette fois demandant à Celia si elle peut examiner une fille nommée Tyle qui vit à la périphérie du village et qui est malade depuis un moment. Yuki demande si elle a été blessée pendant les raids de bandits, mais le vieil homme secoue la tête, affirmant qu'elle était absente pendant tout cela. Celia, étant la gentille personne qu'elle est, accepte immédiatement de l'accompagner chez la fille. Ils atteignent la maison de la fille au moment où le soleil commençait à se coucher et y entrent pour trouver une jolie petite maison plus grande que 5 appartements new-yorkais réunis. Celia se présente et demande à Tyle si elle va bien.
Alors qu'elle commence à répondre, elle finit par avoir une quinte de tout. Yuki dit immédiatement à Chic d'utiliser ses potions magiques, et bientôt elle commence déjà à se sentir mieux. Tile remercie Chic pour la potion, affirmant qu'il doit lui être envoyé directement par la divinité gardienne elle-même. Yuki demande de quoi diable elle parle, et surprise, Tile demande s'ils n'ont pas vu la statue à la périphérie. Yuki est confus, mais Tile continue qu'un jour, un groupe de bandits est descendu sur le village. Elle a échappé à l'attaque simplement parce qu'elle est allée faire une offrande à la statue, et selon elle, c'était une façon pour sa divinité gardienne de la protéger. Yuki et Chic pensent tous les deux que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence, mais Tile répond qu'une fois quand elle revenait chez elle dans l'obscurité, elle a été entourée par un groupe de loups et serait morte à coup sûr, mais la divinité gardienne les a électrocutés avec ses éclairs sombres magiques et lui a sauvé la vie. Cela éveille la curiosité de Yuki, et il lui demande de les emmener à la statue. Un peu plus tard, ils atteignent enfin la statue, qui n'est clairement pas celle d'un dieu, mais celle d'un démon. Tile est très sur la défensive, affirmant que la divinité gardienne n'est pas un démon. Elle a immédiatement une autre quinte de tout, et Celia décide qu'il vaut mieux la ramener à son cottage. Yuki et Chic restent tous les deux pour regarder la statue de plus près, et Yuki remarque à quel point la statue ressemble aux gargouilles du château du roi démon, quand soudain, la statue prend vie et les attaque. Ils parviennent tous les deux à esquiver l'attaque et confirment que la statue est en fait un être démoniaque. Chic entre immédiatement en action et donne un coup de pied au démon au visage avant de le bloquer dans un bras de fer, attendant d'autres instructions de Yuki. Chic sort son couteau prêt à tuer le démon, mais Yuki lui dit d'attendre car il veut avoir une conversation avec le démon. Une fois séparés, le démon demande s'ils ne sont pas là pour le tuer, et Yuki lui rappelle que c'est lui qui les a attaqués en premier. Le démon s'excuse et révèle qu'il a été créé pour garder un certain temple loin de cet endroit, mais un jour ce temple a été pillé et il a été volé avec d'autres biens. Le même groupe de bandits a ensuite décidé d'attaquer ce village innocent, alors il a décidé de leur infliger un jugement divin et les a tous détruits. Depuis ce jour, les villageois l'ont installé comme leur divinité gardienne. C'était il y a longtemps, cependant, et presque tout le monde dans le village l'a lentement oublié, à part cette fille qui lui rendait régulièrement visite quoi qu'il arrive. Elle gardait toujours la zone propre, et il s'assurait que rien ni personne ne lui fasse jamais de mal. Il l'a même empêché de retourner au village ce jour-là quand les bandits ont attaqué le village. Yuki semble comprendre et demande s'il veut du mal aux humains du village. Le démon affirme qu'il ne se soucie pas vraiment des autres villageois à ce stade, ni n'a l'intention de s'impliquer, mais il s'assurera de garder cette fille à l'abri de tout mal. Yuki décide qu'il n'y a aucune raison de retirer le démon et passe à autre chose, avant d'envoyer Chic en mission spéciale. Cela le laisse seul avec Celia pendant la nuit au clair de lune où il se promène dans les belles forêts. Yuki lui dit que le démon ne devrait causer de problème à personne, donc il devrait le laisser tel quel, et Celia est d'accord avec cela. Soudain, Yuki ne trouve plus ses mots alors qu'il regarde Celia, belle au clair de lune, sourire. En marchant, Celia trébuche sur l'une des branches, mais Yuki l'attrape à temps et l'empêche de tomber. La tension est palpable, mais puisque c'est une série PG-13, on ne peut pas vraiment faire grand-chose et passer à autre chose. Bientôt, ils retournent tous les deux au village, et juste à temps car un groupe de bandits finit par attaquer le village une fois de plus. Yuki et Celia parviennent à atteindre pour fortifier les défenses, mais Yuki dit à un Chic somnole de juste aller de l'avant et de s'occuper des bandits comme il veut. Chic bâille bruyamment avant de sauter en avant et de botter le cul des deux premiers bandits et d'égorger deux autres. Celia est surprise de voir Chic en action car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, mais Yuki lui dit qu'il est son subordonné, donc évidemment il va être fort avec ça. Il décide d'entrer lui-même dans la mêlée pendant que Celia le soutient. Il utilise une de ses capacités pour repousser cette bandit d'un coup tout en bloquant l'attaque d'un autre bandit qui a essayé de le prendre en embuscade. Le bandit est choqué mais est immédiatement repoussé. Soudain, Yuki sent quelqu'un se faufiler par derrière et assomme un bandit qui essaie de surprendre Celia par derrière. Elle le remercie pour son aide quand soudain il remarque de la fumée provenant de la forêt juste là où la divinité gardienne est censée être. Yuki ordonne à Chic d'aller chercher autour, et Chic part immédiatement enquêter. Une autre vague de bandits approche Yuki, affirmant qu'il se surestime, mais Yuki leur dit qu'il n'a pas vraiment besoin de réfléchir beaucoup pour les vaincre. Il utilise simplement une de ses capacités de magie du vent et les capture dans une tornade avant de les lier ensemble avec une corde. Yuki s'inquiète un peu puisque Chic n'est pas encore revenu, alors il s'aventure dans la forêt avec Celia pour voir ce qui se passe, pour trouver une scène horrible avec Tile pleurant sur le démon qui avait ses ailes tranchées, tandis qu'un homme en rouge et noir attrape Chic par la gorge et le repousse. Celia court immédiatement vers Chic, s'assurant qu'il va bien, tandis que Yuki se demande qui diable est cet homme qui a pu vaincre Chic si facilement. Celia dit à Yuki d'être prudent car cet homme s'appelle Miller, qui est le héros de l'Empire Galais. Yuki est un peu surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait plus d'un héros dans ce monde. Miller sourit d'un air narquois, affirmant qu'il devrait s'écarter de son chemin, alors qu'il commence à marcher pour achever le gargouille démon. Yuki tire sa magie de foudre sur lui, mais à sa surprise,
L'épée de Miller semble absorber toute la magie, le laissant indemne. Il révèle que son épée s'appelle le Mangeur de magie, qui peut annuler toutes les attaques magiques, et la raison pour laquelle il les attaque et les pille est de déclencher une guerre entre les deux royaumes. Sur ce, il tranche aussi le bras du démon. Pendant que l'équipe le supplie d'arrêter, Yuki commence à tirer une attaque magique après l'autre, mais rien ne semble l'affecter alors qu'il continue de marcher vers Yuki, qui essaie d'utiliser une de ses attaques les plus puissantes, mais quand la poussière se dissipe, il trouve Miller debout avec un sourire narquois. Yuki, pour une raison quelconque, ne s'arrête pas et continue de pomper de la magie vers Miller, quand soudain l'épée commence à se fissurer. Yuki sourit, affirmant qu'en fin de compte, c'est une épée fabriquée par l'homme qui ne peut contenir qu'une quantité finie d'énergie magique. Il augmente encore sa production magique et brise complètement l'épée. Miller est stupéfait, mais ses ennuis sont sur le point de commencer alors que Yuki lui assène un coup de poing dévastateur au visage, l'assommant, mais le héros s'avère plus fort qu'il n'en a l'air et tire un rayon magique sur le gargouille, mais Tail finit par encaisser le coup et est grièvement blessé avant que Yuki ne puisse faire quoi que ce soit. Le héros utilise une pluie de flèches magiques, que Yuki bloque, mais Miller s'échappe. Cela met Yuki tellement en colère qu'il finit par perdre le contrôle et se transforme en un démon à part entière. Il poursuit Miller à travers la forêt et le tabasse avec des coups de poing et de pied jusqu'à ce que Miller soit à moitié mort. Sur ce, il jette le héros dans le lac et retourne au village. Il aperçoit Celia qui l'attend dehors et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour eux jusqu'à présent. Heureusement, Tail finit aussi par se remettre de ses blessures et les supplie de la ramener à la capitale pour qu'elle puisse chercher un remède pour aider sa divinité gardienne. Celia a l'idée de l'embaucher comme l'une de ses servantes et prend le démon comme une statue bouddhiste pour le cacher pour l'instant, espérant que les choses ne finissent pas mal. Quelques jours passent, et Tail est assez heureuse de son travail de femme de ménage chez Celia. Elle fredonne une chanson en époussetant autour de la gargouille, qui est maintenant une statue de Bouddha. Le démon lui dit qu'elle n'a pas à nettoyer autour de lui tous les jours, mais elle lui répond qu'elle aime travailler comme ça et lui demande s'il a une idée de l'endroit où se trouve Yuki. La gargouille répond que Yuki est parti avec Celia au château, ce qui est une nouvelle pour elle. De retour au château, Yuki et Celia s'agenouillent tous les deux tandis qu'une garde féminine annonce qu'ils sont en présence de l'empereur Dar de ce royaume. Dar a l'air d'avoir un bâton dans le cul, car il leur dit immédiatement que la raison pour laquelle il les a convoqués ici est liée à ce qui s'est passé dans le village, attaqué par les bandits. Yuki sourit et pense en lui-même que tous les rois semblent être imbus d'eux-mêmes, que ce soit un roi humain ou un roi démon. À sa grande surprise cependant, le roi abandonne soudainement son personnage de dur, affirmant qu'il a l'air d'un vrai con de cette façon. Il déclare qu'il va désormais parler normalement. La garde nommée Sylvia lui dit de ne pas parler normalement et de garder une allure royale, et ils commencent à se disputer sur la manière dont il devrait parler. Yuki n'a aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là, alors il se tait. Bientôt, le roi reporte son attention sur eux, affirmant qu'il a appris que le village avait été attaqué par un groupe de bandits, puis par le héros Miller de l'Empire galais, qu'ils ont réussi à repousser, sauvant ainsi le village de tout dommage majeur. Il déclare qu'ils recevront certainement une récompense pour leurs bonnes actions, mais Celia répond qu'elle a simplement fait ce qui était juste et n'a besoin d'aucune récompense. Évidemment, cette fille riche ne veut pas de récompense, mais qu'en est-il du pauvre Yuki, qui a tout fait tout seul alors qu'elle était fatiguée et se reposait? Le roi se tourne alors vers Yuki et lui demande ce qu'il voudrait comme récompense appropriée. Yuki décide de jouer le jeu long et lui dit que même un roi ne peut pas lui accorder ce qu'il veut vraiment. Le roi est immédiatement intrigué et lui demande ce qu'il veut exactement. Il lui demande s'il veut de l'argent, mais Yuki secoue la tête. Le roi lui demande s'il veut un harem pour lui, mais Yuki secoue à nouveau la tête. Finalement, le roi lui demande s'il veut le trône lui-même, mais Yuki secoue la tête pour la troisième fois, affirmant que ce qu'il veut plus que tout, c'est l'amour de Celia. Sylvia est choquée tandis que Celia rougit, mais le roi rit simplement, affirmant qu'il ne peut vraiment rien faire à ce sujet. Plus tard dans la journée, une fois de retour au manoir, Yuki se met à quatre pattes, la tête contre le sol, et demande pardon à Celia. Elle le réprimande, affirmant que la chambre du roi n'est pas un endroit pour exprimer son amour pour quelqu'un. Yuki s'excuse à nouveau, la suppliant de ne pas se mettre en colère contre lui. Sa mère, qui était également assise là, rit en voyant les ébats de l'amour jeune et décide d'intervenir pour rendre les choses plus intéressantes. Elle déclare que puisque Yuki a fait une erreur, il devra en payer le prix, et comme punition, il ne verra pas Celia pendant un mois entier. Yuki ne peut pas croire ce qu'il entend, mais en même temps, même Celia est désemparée car elle ne veut pas rester loin de Yuki et pense que c'est une punition un peu trop sévère. Sa mère rit à nouveau et déclare qu'ils ne se verront donc plus pendant 15 jours. Sur ce, elle appelle Harpy qui, sans hésiter, attrape Yuki par la nuque et commence à le porter dehors. En traversant le couloir, elle s'arrête cependant un instant et dit à son ancien capitaine de regarder par la fenêtre Sheik. Yuki suit son regard et trouve Sheik assis seul dans les jardins, l'air assez triste. Harpy l'informe que depuis l'incident du village, Sheik ne joue même plus avec elle et est toujours en train de broyer du noir.
Yuki comprend que Sheik se reproche probablement tout, puisqu'il n'a pas pu protéger Tile et la gargouille lorsque Miller les a attaqués. Harpy reprend ensuite son devoir et le porte jusqu'à sa chambre dans la taverne, où il trouve le démon et Tile en train de discuter. La gargouille dit à Tile de prendre soin d'elle, et même Harpy pense qu'elle devrait revenir au manoir maintenant, alors elles repartent toutes les deux, laissant Yuki et la gargouille derrière elle. Yuki raconte au démon tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais le démon ne l'aide pas, affirmant qu'il ne peut pas faire grand-chose et que Yuki devrait simplement attendre. Yuki décide de demander une meilleure option et descend voir Crément, lui demandant de lui donner autant de travail que possible pour qu'il devienne digne de Celia au sens le plus vrai. Bientôt, une quinzaine de jours passent pendant lesquels Yuki continue d'enchaîner les quêtes dans l'espoir de devenir un meilleur aventurier. Enfin, le 15e jour, il revient heureux, prêt à pouvoir revoir Celia. La gargouille l'arrête cependant, affirmant qu'il veut lui parler. Yuki est confus, mais soudain la gargouille se retransforme en démon, et Yuki remarque immédiatement le problème. Le démon se désagrège, car l'attaque de Miller était bien plus forte et dommageable qu'il ne le pensait initialement. Yuki lui demande pourquoi il ne lui en a pas parlé plus tôt, mais le démon répond que cela n'aurait rien changé car il n'y a aucun moyen d'arrêter cela. Il pense qu'il ne lui reste peut-être que quelques jours avant de se désintégrer complètement et dit à Yuki de prendre soin de Tile à tout prix. Il lui dit que Tile est encore très malade et peut s'effondrer à tout moment. Yuki est choqué d'entendre cela, car Sheik lui a donné une potion spéciale et ces potions ont des capacités de guérison miraculeuses. Le démon lui dit cependant qu'il veille sur elle depuis son enfance et qu'il sait que quelque chose ne va pas depuis quelques semaines maintenant. Il affirme qu'une fois qu'il se sera brisé, Tile sera complètement seul et ne s'en sortira pas. Yuki promet qu'il prendra soin de Tile coûte que coûte. Le démon sourit, affirmant qu'il peut maintenant se reposer facilement en sachant que la fille est entre de bonnes mains, mais Yuki lui dit de ne pas trop s'inquiéter car il va trouver un moyen de le garder en vie aussi. Le démon affirme qu'il n'y a aucun moyen pour Yuki de faire quoi que ce soit pour son état, mais Yuki affirme qu'il fait un excellent élément de décoration pour la chambre, alors il va voir ce qu'il peut faire pour le garder en vie. Yuki part immédiatement rencontrer Duke et lui parle du problème du démon. Comme Duke a été un démon toute sa vie, il connaît la solution et dit à Yuki de donner de la magésite à la gargouille, ce qui devrait le guérir complètement. Mais avant qu'il ne puisse expliquer le processus complet, Yuki s'enfuit en le remerciant, sans même savoir où diable il va trouver la magésite. Avant qu'il ne puisse y réfléchir, il aperçoit Celia qui court vers lui, l'air inquiet, et lui dit de venir avec elle immédiatement, car Tile ne va pas bien. Il court immédiatement jusqu'au manoir et trouve Sheik qui travaille sans relâche sur ses potions, mais il dit à Yuki que les choses ne semblent pas bonnes pour elle car quoi qu'il fasse, la fièvre ne baisse pas. Il affirme qu'il essaie de retarder l'inévitable, mais qu'ils doivent agir immédiatement s'ils veulent lui sauver la vie. Il dit à Yuki de lui apporter certaines des herbes dont il a besoin pour les médicaments. Yuki ne sait pas où trouver les herbes dont il parle, alors Celia propose d'y aller avec lui. Il se dirige immédiatement vers une guilde de marchands, mais malheureusement, ils n'ont plus ni l'herbe ni la magésite. Le marchand affirme qu'il y a une pénurie de béliers, alors les gens utilisent de la magésite comme substitut. Yuki est perdu, il ne sait pas quoi faire, car s'il ne trouve pas la magésite et l'herbe du crépuscule, il va perdre à la fois Tile et le démon dans sa chambre. C'est alors que Crément s'approche de lui et lui parle d'une quête. Yuki répond qu'il n'est pas prêt pour une quête pour le moment, mais Crément lui dit d'écouter d'abord et de parler ensuite. Il explique que la quête consiste à éliminer un monstre d'une grotte de magésite, et puisque l'énergie magique s'accumule dans cette grotte, ils trouveront certainement aussi de l'herbe du crépuscule. À sa grande joie, Crément accepte de les accompagner sur les lieux, et même Sophia se joint à l'expédition car elle ne peut pas se retirer quand une de ses servantes est malade. Au moment où le soir tombe, ils arrivent au village voisin, et Crément déclare qu'ils resteront sur place cette nuit et se rendront à la grotte demain matin. Yuki est surpris et veut y aller sur le champ, mais Crément lui dit de se calmer car d'autres monstres sont également actifs la nuit et ils ne veulent pas rendre leur travail plus difficile qu'il ne l'est déjà. De plus, ce monstre est un mangeur de roches mutées qui est devenu super fort après avoir mangé un tas de magésite, et maintenant les attaques magiques ne l'affectent plus vraiment. Crément les informe que la personne qui a autorisé cette chasse veut le monstre vivant, alors ils doivent trouver un moyen de faire cela. Le lendemain matin, ils se préparent de bonne heure et s'enfoncent dans la grotte. Bientôt, ils se retrouvent face au monstre mangeur de roches, qui grignote des cristaux de magésite comme s'il s'agissait de chips. Dès qu'il repère les intrus, il leur lance un tas de roches. Yuki sauve Celia de se faire complètement démoler par l'une des roches, tandis que Sophia écrase d'un coup de pied la roche qui lui était destinée, et Crément utilise une sorte de compétence magique étrange pour s'occuper des roches qui lui sont lancées. Yuki tente immédiatement de riposter et utilise une attaque magique offensive contre lui, mais le monstre est complètement indemne. Crément lui dit de faire attention car ils doivent capturer le démon vivant, alors il utilise son attaque de verrou terrestre qui fait que le mangeur de roches reste coincé, tandis que Celia utilise son sort de chaîne divine pour le maintenir en place. Tout cela est en vain cependant, car le monstre parvient à briser les chaînes et détruit les roches autour de lui pour se libérer à nouveau.
Crément élabore un plan pour détruire le monstre de l'intérieur. Il propose d'utiliser sa magie d'ombre pour créer une barrière autour de Sophia, qui peut entrer dans la bouche du monstre et le tuer de l'intérieur. Celia est inquiète, mais Sophia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est spécialisée dans le combat rapproché. Yuki décide de s'y mettre et crée une cage de glace autour du monstre, suivie des chaînes divines de Celia. Sophia est immédiatement recouverte par la magie d'ombre et saute dans la bouche du monstre, disparaissant à l'intérieur. Le monstre réalise que quelque chose ne va pas et fait de son mieux pour briser ses liens, mais Yuki et Celia continuent de relancer leur capacité pour le maintenir en place. Le monstre a cependant une dernière carte en réserve, car il fait sortir un tas de petits démons de roche qui sont également imperméables aux dégâts magiques. Comprenant cela, Yuki commence à frapper ces monstres, les détruisant un par un, tandis que Celia a du mal à retenir le gros mangeur de roche. Bientôt, elle chancelle et est poussée au sol tandis que le monstre plane sur elle d'un air menaçant. Mais avant qu'il ne puisse l'achever, le monstre s'effondre au sol et Sophia émerge de l'intérieur, ayant réussi à détruire le monstre de l'intérieur. Crément l'embrasse immédiatement et dit à Celia et Yuki d'aller chercher l'herbe du crépuscule. Ils s'enfoncent immédiatement dans la grotte et trouvent l'herbe du crépuscule, mais une fois que Yuki parle de rentrer, Crément leur dit de rester sur place la nuit car un voyage de nuit peut être très dangereux. Yuki s'inquiète cependant pour Tyle et décide de se faufiler dans la nuit, mais Celia savait qu'il ferait quelque chose comme ça puisqu'il peut voler, alors elle lui remet les herbes. Après quoi, Yuki fait repousser ses cornes et ses ailes avant de prendre son envol pour se précipiter vers Tyle et la gargouille. Il remet les herbes à Shake et se précipite dans sa chambre, forçant le cristal de magésite dans le gosier de la gargouille. Immédiatement, le bras du démon repousse et il ressent un regain d'énergie en lui avant de quitter la pièce et de se diriger droit vers Tyle. Il entre dans sa chambre comme Epstein et la trouve profondément endormie, mais ce crétin la réveille juste pour lui dire que tout ira bien maintenant. Complètement épuisé, Yuki vole jusqu'à l'autre village pour s'assurer que personne ne découvre sa véritable identité, s'épuisant au passage, mais il est récompensé en pouvant dormir sur les cuisses incroyables de Celia. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.